Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 343 du podcast Jean Actu en Matéi. Très heureux de vous retrouver après un petit mois de pause. Grégory Richard est à mes côtés. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. On est reparti pour l'intersaison. Alors, je t'avoue, j'ai tout de suite un dilemme. On est reparti pour une nouvelle saison ou on est reparti pour l'intersaison? Parce que officiellement, c'est bientôt le début de la saison NFL. C'est ça. Officiellement. Vu que la draft arrive après la free agency, donc après le lancement de la nouvelle saison, on peut considérer qu'on est un petit peu déjà dans l'exercice 2020. C'est ça. En fait, je me pose le dilemme, pour être totalement transparent avec les auditeurs, c'est que les nouveaux systèmes d'archivage de podcasts, notamment par Apple, etc., se présentent en saison, tu sais, comme les saisons de séries télé. Donc je ne sais pas en fait à quel moment faire commencer nos saisons de podcast. Est-ce que je les fais commencer maintenant ou est-ce que je les fais commencer à la rentrée de septembre? Bon, après tu peux à la rentrée, sachant qu'il y a un petit creux de 2 mois entre la draft et le début de tout ce qui est pré-saison, tout ça, on peut découper de cette manière-là. Donc là on est encore dans la saison, je crois que c'est saison 8 ou 9 du podcast, et l'année prochaine on commencera la saison 9 je crois, ou 10. Enfin bref, du coup je ferai ça à la rentrée en effet. On est donc parti pour l'intersaison NFL après un petit mois de pause tout pile, puisqu'on enregistre le 3 mars, le dernier c'était le 3 février. Le programme, on l'a mis en ligne sur le site. Si vous l'avez raté, sachez qu'il y aura 10 émissions en 2 mois. On aura quasiment une émission par semaine. En fait, la seule semaine où il n'y aura pas d'émission, c'est la première semaine de la Free Agency, parce qu'on aura beaucoup de choses à faire sur le site en termes d'actu, et que honnêtement, si on enregistre une émission, je sais pas, le deuxième jour de la Free Agency, il va se passer tellement de signatures pendant même le moment où on enregistrera, que ça risque d'être un peu confus et que le lendemain le truc sera déjà périmé, où il y aura déjà eu 15 rebondissements. Faut pas dire ça, après on va demander des émissions live Free Agency, fais attention. C'est vrai qu'on pourrait faire mais alors le problème c'est que c'est toujours hyper risqué, je trouve. C'est que dans l'idée, s'il se passe plein de trucs, c'est super fun. Par contre, si tu tombes sur une heure où il y a que dalle, t'entends les mouches voler et tu cherches des trucs à dire, quoi. Donc ça peut être casse-gueule. Généralement faut faire ça en milieu de matinée sur la côte ouest. Faut essayer de trouver un truc dans le genre. Ouais, il faut avoir un peu de bol. Le programme de cette première émission de l'intersaison, donc, c'est la draft. On va faire le big board. Alors, on a fait un top 15 cette année. Je sais plus si c'était top 15 ou 10 l'an dernier. Mais il me semble qu'on avait réduit à 15 depuis l'année dernière. Ouais. Voilà, on vous donne un petit avant-goût de ce qui va se passer avec les meilleurs joueurs à venir de la draft. Et au milieu de tout ça, on va mettre vos questions, puisqu'on a ouvert les questions sur le site. Encore une fois, et comme d'habitude d'ailleurs, vous avez l'habitude. Donc, les meilleurs des meilleurs, la crème de la draft 2020. C'est parti, c'est maintenant. What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go! La draft 2020, ce sera le 20... J'ai mal fait mon travail, c'est le 25 avril. J'espère le 23, ça commence. Ah bah voilà, c'était le 23 au 25 l'an dernier. Voilà, 23-25, je m'embrouille tous les ans. Le jeudi 23 avril, donc, qu'est-ce qu'on va y voir, Grégory? Le top 10 de cette draft. On va commencer par le top 10, ensuite on fera vos questions et les 5 suivants après. Le top 10, donc, Grégory. Et ce n'est pas un quarterback en première position, puisque ton numéro 1, c'est Chase Young, qui fait 1m96 pour 120 kg. C'est un défenseur en provenance d'Ohio State, des Buckeyes. Il a compté 14,5 sacs en 2018, 10 sacs et demi en 2019. Première question, pourquoi la baisse? Pourquoi la baisse de régime l'an dernier, statistiquement en tout cas? Déjà parce qu'il a raté quelques matchs. C'est quand même un joueur qui a été suspendu 2 rencontres pour des avantages indus, en l'occurrence des places pour un match pour a priori sa petite amie, il me semble, à l'époque.
Mais en tout cas, baisse de régime, pas tant que ça. Après, pour le coup, c'est vrai que c'est un joueur qui a paradoxalement marqué les esprits dans le sens où il a été responsabilisé très vite du côté d'Ohio State. Dès sa deuxième année footballistique, à savoir au lendemain de la blessure de Nick Bosa lors de la saison 2018, puisque Bosa avait choisi sciemment, une fois son retour de blessure, d'esquiver la fin de saison justement pour se préparer déjà à la NFL. Et ça a permis justement à Chase Young de gagner en maturité et d'être un numéro 1 très précoce, de vraiment se montrer dominateur, d'apprendre, de faire ses classes, on dira, pour devenir le defensive end dominateur qu'il a été tout au long de la saison 2019 et de mettre à profit justement son gabarit assez impressionnant et qui lui permet, dans le système hybride dans lequel il évoluait, de jouer à la fois en 43 ou en 34. Alors justement, système hybride, est-ce qu'il est trop léger pour être defensive end? Est-ce qu'il est trop lourd pour être linebacker? Il joue où exactement? Justement, je pense qu'il peut jouer vraiment partout. Il faudra forcément ou qu'il prenne un peu ou qu'il perde un peu, peut-être en fonction du poste où il évoluera, mais ça me paraît pas forcément le travail là-dessus me paraît pas forcément énorme. Il a quand même vraiment cette explosivité, cette puissance, peu importe le poste où il évoluera. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, autant les deux frères Bosa, les deux derniers gros prospects en poste de defensive end à sortir de Ohio State, je les voyais plutôt en 43. C'est plutôt la tendance que je verrais pour Chase Young, mais très franchement, je le vois beaucoup plus fité sur du 34 que pouvaient le faire notamment les deux frères Bosa. J'aime bien ces émissions de draft, on le rappelle, pour ceux qui découvrent, J'ai dit où fité. on explique... Comment? J'ai dit fité, c'est ça? Non, j'allais dire, j'aime beaucoup ces émissions où on explique qu'un mec qui est listé à 120 kg doit prendre du poids, par exemple, où on va parler de mains violentes, on le rappelle aussi, mais oui. Voilà, les mains violentes des linemen. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont revenir, on va parler de temps sur 40 yards, on va parler de beaucoup de choses comme ça, et en effet, d'adaptation par rapport au schéma. Tu as mentionné Nick Bosa, donc un ancien coéquipier, et le numéro 2 de la dernière draft, et qui a réussi à décrocher le titre de défenseur de rookie de l'année au cours de la saison dernière. Est-ce que Chase Young est meilleur que Nick Bosa? Question troll. Je suis sûr que tu allais me poser cette question-là. Ouais, mais parce que, on rappelle, je joue dans ce podcast le rôle de celui qui suit la NFL en permanence, mais pas forcément la NCS, qui est le cas aussi de beaucoup de nos auditeurs, donc je pose les questions que se posent nos auditeurs. Enfin, j'espère. Je vais recevoir des mails maintenant. Ça va faire plaisir, je vais te faire une réponse de Normand. Je le vois peut-être un peu moins fort, mais ça dépend dans quel système il tombera. La grosse cote actuellement, c'est quand même qu'il soit drafté en numéro 2, potentiellement chez les Redskins, avec un coordinateur défensif comme Jack Del Rio dans un système 43 où je le disais, il serait pas déconnant. Honnêtement, je pense que comme Nick Bosa, il peut marquer de son empreinte, il peut marquer de son empreinte son arrivée dans la ligue dès la première année. Après, très franchement, c'est comme les deux frères Bosa, c'est quand même relativement homogène. Enfin, je veux dire, on peut considérer que Nick est meilleur que Joey, mais le niveau est vraiment, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche quand même. Et honnêtement, ça reste quand même du calibre Pro Bowler, All Pro relativement régulièrement. Il y a quelques petits points d'interrogation qui vont être à lever, parce que je trouve qu'il y a quelques matchs en fin d'année, je pense à Michigan ou Clemson notamment, où il a été un petit peu irrégulier face à des lignes offensives qui étaient quand même relativement solides et homogènes. C'est des points qu'il va falloir éclaircir. Il y a un combine auquel il n'a pas participé, alors on peut dire que c'était le defensive end star, donc il n'avait pas besoin de ça, mais on sait que des Golgoth type Myles Garrett et Jadivon Clowney s'étaient pas gênés notamment pour participer à ces ateliers ces dernières saisons. Donc c'est vrai qu'il y a des petits points d'interrogation là-dessus, mais voilà, c'est du talent pur et voilà, c'est clairement pour moi le meilleur défenseur de cette classe, voire le meilleur joueur en l'occurrence à l'instant T. Et pour la petite histoire, il est major en criminologie au niveau des études, donc ça pourrait lui servir en NFL. Tout à fait. Il mènera l'enquête quand il dans le ramassera les vestiaire. quarterbacks. Ah aussi, oui. Non, moi je pensais dans le vestiaire, tu vois, quand tu auras des affaires, il pourra aussi mener l'enquête éventuellement. Il sera utile doublement. Le numéro 2 de cette draft, c'est Joe Burrow, le quarterback en provenance de LSU. Et j'ai raté mon clic. Voilà, je peux vous le dire, il fait 1m93 pour 98 kg. Joe Burrow. Question technique, enfin sportive. Est-ce qu'il va sauver les meubles? Non? Ouais, alors j'osais pas tout de suite, j'avais pas tout de suite trouvé une blague, mais en effet, il va y en avoir quelques-unes à faire. Donc, est-ce que Burrow est solide et tout ça? Est-ce que son bras est assez puissant? Oui.
Oui, ça va. Il n'y a pas trop de... Par rapport à d'autres quarterbacks de cette classe, c'est peut-être pas celui qui a le plus gros bras. Mais en tout cas, voilà, c'est un bras qui est largement suffisant pour évoluer au haut niveau en NFL. Et de ce qu'il a montré face à des défenses de la SEC qui sont capables notamment de punir ce genre de... On dira des lancers un peu sous-alimentés. Très franchement, même s'il a eu pas mal de receveurs explosifs en 2019, capables justement de réaliser des séparations relativement facilement, son bras est quand même plus que satisfaisant et son gabarit en règle générale, enfin les composantes d'un quarterback, on le rappelle, même si ce ne sera pas le cas pour tous les quarterbacks qu'on va évoquer dans ce top 15, généralement quand tu es à peu près à 1,95, là il a quoi, 1,98, je sais plus, je me rappelle plus, 6,3 en taille, 1,93. 1,93 pardon, un peu plus d'1,88, 1,90, c'est à peu près la moyenne au niveau du poste de quarterback. Joe Burrow est clairement dedans et voilà, c'est compliqué de pas le mettre assez haut dans ce classement vu l'énorme saison 2019 qu'il a fait avec le titre de S-Man Trophy à la clé et surtout le titre national remporté avec LSU. 60 TD et 6 interceptions cette saison. Il bat le record du nombre de touchdowns à la passe sur une année au niveau universitaire. Donc voilà, c'est dans cette mouvance des quarterbacks qui aiment beaucoup arroser au niveau de la NFL et qui en plus paradoxalement ont une excellente mobilité, ce qu'il a démontré tout au long de cette campagne 2019. C'est vrai que c'est assez impressionnant, 76,3% de passes complétées, donc il fait un 402 sur 527 en 15 matchs. Donc ça fait énormément de passes avec 5671 yards en 15 matchs et tu le disais 60 touchdowns pour 6 interceptions. La question, tu l'as dit, c'est une bonne transition. Il fait une énorme saison, mais pourquoi il n'était pas aussi bon avant? Pourquoi à Ohio State il n'a pas percé? Puisqu'on rappelle, il était à la fac depuis 2015 à Ohio State. Alors, il y en a beaucoup qui expliquent, et ça peut être une explication parfaitement viable, que l'arrivée du coordinateur offensif de l'époque et désormais nouveau coordinateur offensif des Carolina Panthers, Joe Brady, ça a quand même beaucoup favorisé, on dira, son style de jeu. Après, si on prend le problème inverse, je me demande quand même s'il n'y a pas eu une forme de déclic mental de la part de Joe Burrow, si justement tous les composants n'ont pas été mis en place pour vraiment lui permettre de franchir un cap significatif. En effet, il est arrivé à Ohio State un petit peu sur la pointe des pieds, derrière un JT Barrett qui était bien installé, derrière un Dwayne Haskins qui était également très prometteur. Il a eu besoin d'une saison pour se mettre dedans du côté de LSU dans une attaque qui était un peu plus orientée sur le jeu au sol. Et voilà, et à partir du moment où on arrive malgré tout, parce que c'est aussi une des problématiques à prendre en compte quand un joueur arrive en NFL, quand on arrive à le mettre dans les meilleures dispositions, il a montré qu'il était capable de performer, et je trouve en effet, pour revenir sur cette question, sur cette barrière mentale, que vraiment, mentalement, ça a été un gros point positif, et c'est ce qui rassure également beaucoup d'observateurs, c'est que dans des moments chauds sur certaines rencontres, je pense au match notamment à Alabama, où LSU en fin de match aurait pu se permettre de laisser couler le chrono en menant au score et en s'appuyant notamment sur un bon jeu au sol. On a préféré donner les clés du camion à Burrow, qui a été très efficace sur des lancers intermédiaires, qui a pris les décisions qu'il fallait prendre, qui a été suffisamment mobile pour aller gagner les yards au sol. Et très franchement, non seulement, je le disais, c'est un joueur qui a un bras, qui a une certaine précision également, notamment dans des fenêtres relativement serrées, mais c'est aussi et surtout un gros mental. Et c'est ce qui en fait très clairement le quarterback le plus coté de cette draft 2020. Bon, alors, promis, j'arrête ces questions un peu faciles après, mais est-ce qu'il est meilleur que Kyler Murray qui était numéro 1 l'an dernier? Promis, après, j'arrête de comparer avec les mecs de l'an dernier. Tu sais que j'étais pas un grand fan de Kyler Murray l'année dernière. C'est compliqué parce que si je dis que je préfère, je vais lui porter la guigne. Non, mais il faut que On tu sait oses. qu'il y a la Greg Curse sur les quarterbacks. Il faut que tu oses. Je sais que tu as un peu peur ces Non, moi, derniers temps. en tout cas, je préfère le jeu de Joe Burrow que celui de Kyler Murray. Et je trouve en effet qu'il a un côté peut-être un peu moins feu follet que pouvait l'avoir Kyler Murray, que ce soit au Oklahoma ou cette année du côté d'Arizona. Mais voilà, c'est du quarterback traditionnel, on va dire c'est du quarterback solide qui sait se placer, qui sait identifier ses cibles. Et c'est ce que je préfère en l'occurrence dans un quarterback que ce soit chez un pocket passeur traditionnel, quoi. Est-ce que ça suffit pour... est-ce qu'il est... Alors, il est opérationnel jour 1, sinon tu l'aurais pas mis en numéro 2 de ta liste, mais c'est le coup de fouet possible pour les Bengals et relancer une franchise? Je pense, puisque oui, en l'occurrence, ouais, tu le dis, c'est vrai que les Bengals ont le premier choix, et bon,
Surtout sachant qu'on parle d'un natif de l'Ohio, c'est sûr que bon, du côté des Bengals, il serait pas forcément son arrivée serait pas forcément mal vue. Maintenant, oui, non, il a très clairement la capacité de faire progresser cette équipe de Cincinnati. Après, c'est toujours la même problématique. Si on a les mêmes errements l'année dernière du côté des Bengals au niveau de la ligne offensive, Joe Burrow, comme Kyler Murray cette année, pourra pas forcément faire des miracles, mais il a ce potentiel en tout cas. Numéro 3, Derrick Brown, pass rusher intérieur qui sont un talent rare et précieux ces dernières années. Est-ce que Brown peut être un Chris Jones ou un Grady Jarrett? Avant que tu me le dises, je rappelle qu'il fait 1m96 pour 144 kg. Il vient de la fac d'Auburn, ce grand garçon. Est-ce que ça peut être de la trempe de ces grands joueurs intérieurs ligne défensive? Ouais, alors j'adore, tu n'es pas sans savoir, j'adore Grady Jarrett, mais je pense que c'est même encore plus fort. C'est vraiment, il y en a beaucoup qui le comparent à un joueur comme Aloti Ngata, parce que pour le coup c'est vraiment un espèce de, enfin, c'est ces profils de joueurs qui sont athlétiques, peu importe la position à laquelle il évolue. Et là on a un nose tackle qui est capable d'évoluer absolument partout sur le premier rideau, c'est-à-dire qu'il peut être un excellent, justement nose, il peut gérer parfaitement les double teams. C'est pas quelque chose qui lui pose problème. Il a l'envergure, la force notamment sur le premier contact pour pouvoir justement libérer des brèches à ses coéquipiers et en tout cas gérer une certaine masse de travail. Et puis il peut être un defensive tackle classique, il peut parfaitement rusher, être un defensive end 34. Il a vraiment cette masse de travail. Alors après, faut pas trop lui en demander. On a vu qu'il y a des moments où il était capable d'obtenir des interceptions et où sur les retours il fatiguait un petit peu. Donc voilà, bon, il est humain. On est rassuré au moins sur certains points. Mais sur ce point-là en tout cas. C'est ce que j'allais te demander. Il a un point faible ou pas ce garçon? Parce que moi, quand je lis les critiques entre guillemets pré-draft, il a l'air incroyable, quoi. Ouais, non, franchement, c'est vraiment sa position qui le dessert, je pense, parce que, bon, mine de rien, ça reste un defensive tackle. Et je dis qu'il est capable de rusher, c'est peut-être pas le defensive tackle dans cette classe qui est le plus capable de le faire. On va revenir sur un autre spécimen sur le poste qui est plus à même de mettre la pression sur le quarterback. Lui, en tout cas, ce sera un excellent run-stopper pur, et comme je le disais, qui sera capable justement d'attirer l'attention pour permettre à ses coéquipiers de mettre une pression constante. C'est ce qui rendait la ligne défensive d'Auburn absolument injouable. Et ouais, pour répondre à ta question, des points faibles, j'en vois pas énormément. C'est quand même un des rares joueurs on parlait de Joe Burrow tout à l'heure, Derrick Brown, ses mauvaises prestations contre des grosses équipes, c'est même pas que ça se compte sur les doigts d'une main, c'est qu'il y en a quasiment pas. Il y a eu quasiment que des bonnes performances depuis son arrivée sur le campus d'Auburn. Donc voilà, quand il faut répondre présent dans des grands rendez-vous, a priori Derrick Brown ça devrait faire l'affaire, et sauf problème de blessure, ce sera un All-Pro régulier. Ah oui, All-Pro carrément. Est-ce qu'il peut créer la surprise et ravir le titre de défenseur de l'année à Chase Young par exemple? Ça peut. Encore une fois, tout dépend dans quel contexte il va tomber. Les dernières décisions du côté de Détroit peuvent éventuellement en faire un candidat crédible sur la ligne défensive des Lions. Et vu comment certains linemen défensifs des Lions sont gérés ces dernières années, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a très clairement le potentiel pour le faire, parce que c'est un joueur qui a quand même très très peu de défauts à son actif, on dirait. Numéro 4, tu as Toga... je le savais. J'étais hyper confiant. Si vous entendez l'intonation là sur ma première syllabe, j'étais vraiment en confiance. Je me disais, je vais le passer, quoi. Tu as Tagovailoa. Ah, bravo. Tu vois, je m'étais un peu entraîné quand même. Donc, on va l'appeler comme ça, 1m83, 98 kg, il sort d'Alabama. Et la première question est quand même assez simple pour ceux qui ont suivi de loin, c'est est-ce qu'il va jouer cette année? Est-ce qu'il peut jouer cette année? C'est pas sûr. C'est le grand point d'interrogation. C'est vrai qu'il y a toujours les effets de sa blessure. Alors, j'ai toujours un doute. Je m'embrouille à chaque fois là-dessus. C'était la hanche. La hanche. Du côté de Mississippi State, qui du coup Hypothèque, c'est mieux, hein? Ouais, hypothèque, c'est mieux. Hypothèque, c'est chance de jouer en 2020. Mais en l'occurrence, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à le mettre en numéro 4. Je t'avoue que le top 3 me paraît indéboulonnable à l'heure actuelle. Derrière, c'est relativement homogène. Et si on parle de talent vraiment pur, c'est difficile de ne pas mettre Tagovailoa numéro 4. Après, c'est compliqué d'occulter en effet ses problématiques médicales, le fait qu'il se soit présenté à la draft, le fait qu'il
montre plus ou moins patte blanche depuis le début de ce processus draft, ça peut quand même indiquer que c'est peut-être pas aussi dramatique qu'on pense. Après, ça reste un quarterback qui a quand même un style de jeu assez atypique, assez risqué. Je sais pas si tu allais enchaîner sur ses aptitudes, ses caractéristiques techniques, mais c'est un peu ça, moi, ce que j'allais te demander, c'est est-ce qu'il est assez grand, est-ce qu'il est assez puissant? Alors, parce qu'il fait 1m80 dans Rashleigh, ce qui est pas, tu l'as dit tout à l'heure, dans les standards du poste de quarterback. Il fait partie de ces profils un petit peu atypiques. Et justement, alors moi, c'est ce qui m'interrogeait un petit peu sur la fameuse comparaison NFL. C'est vrai que c'est paradoxal de trouver des joueurs relativement, aussi petits, on va dire, parce qu'encore une fois, c'est pas un nain non plus. Je veux dire, c'est pas un Kyler Murray ou à un degré moindre un Russell Wilson. Mais c'est sûr que pour évoluer sur le poste de quarterback, même si il a quand même une capacité de lancer assez rapidement et sur du jeu assez profond, parce que là pour le coup on parlait de gros bras tout à l'heure avec Joe Burrow, des bras comme celui de Tagovailoa, je pense que ça va, il y a de quoi se faire sa place en NFL. On n'est pas à l'échelle de Patrick Mahomes, mais on n'en est pas loin. Il a vraiment transformé cette attaque d'Oklahoma avec un jeu hyper vertical, hyper aérien du côté du Crimson Tide, ce qui a permis notamment à Alabama d'être champion en 2017 et de ne pas être très très loin du titre en 2018. Après en effet il y a ces questions médicales, il y a et je le disais, c'est vrai que paradoxalement malgré ses aptitudes dans le domaine aérien, c'est vrai que c'est un joueur qui a une certaine mobilité mais qui ne sait pas forcément l'utiliser à bon escient, et c'est ce qu'on a vu en l'occurrence du côté de Starkville lorsqu'il a subi cette grave blessure. Donc il y a toujours le petit spectre de Robert Griffin III qui peut ressurgir, quand bien même il arriverait à rejouer, on dira fin 2020, début 2021 quoi. Est-ce que sans blessure, il est meilleur que Joe Burrow? Parce qu'il y a un an, moi j'entendais parler de tu as partout. Au début de la saison, c'était tanker pour récupérer machin et tout ça. Est-ce qu'il est meilleur que Burrow intrinsèquement s'il n'avait pas eu sa blessure? Je pense que le débat serait quand même beaucoup plus notable. Très franchement, il y a quand même un talent pur du côté de Tagovailoa, et je ne serais pas choqué, encore une fois, sans problème de blessure, qu'on ait mis Tagovailoa devant Burrow dans ce processus draft. Après, il y a autre chose qui m'embête un peu avec Tagovailoa, c'est que c'est vrai qu'il y a quelques petites erreurs. Alors, je parlais de sa mobilité, c'est vrai qu'on a eu quelques petites séquences Jameis Winston en 2019, je pense notamment à ce fumble en début de match contre LSU, où là encore on sent que des fois c'est un leader dans l'âme, mais c'est vrai qu'il y a quelquefois des petits passages à vide comme ça qui laissent un petit peu... qui laisse s'interroger un petit peu sur sa capacité à répondre présent semaine après semaine. Ça en l'occurrence, je disais, sur le domaine mental, je mettrais quand même derrière Burrow. Après, non, le talent est relativement similaire, et c'est surtout exclusivement ces problèmes de blessure qui en font un gros point d'interrogation à l'orée de cette draft. Une petite statistique pour situer, on parlait des tailles de quarterback, par curiosité je viens d'aller voir Patrick Mahomes, c'est à 1m91, c'est vrai qu'il n'a pas l'air si grand que ça, donc voilà, pour vous situer, Tagovailoa fait quand même 8 cm de moins qu'un Patrick Mahomes. Numéro 5, Isaiah Simmons, 4,39 secondes, 4 secondes 39 au 40 yards, c'était une des stars du combine, 8 sacs l'an dernier. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un workout warrior, donc une sensation physique du combine? Il fait 1m93 pour 104 kg, je situe ça quand même avant de dire les 4,39 au 40 yards. Est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que c'est un vrai joueur? Je pense que c'est quand même un vrai joueur, mais là encore, on est dans ces fameux, j'allais dire ces joueurs mutants, mais c'est vrai que on a de plus en plus de joueurs qui sont bons même sur des positions où on les attend pas forcément. Isaiah Simmons, pour bien contextualiser, c'est un safety de formation qui est devenu vraiment un linebacker à tout faire du côté de Clemson, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est forcément excellent sur la couverture, ce qui est de plus en plus recherché en NFL, un linebacker qui a ses aptitudes à couvrir sur les tight ends, ou même tout simplement à perturber, on dira, la vision du quarterback au pré-snap. C'est-à-dire que le quarterback va être incapable de savoir, surtout en ce moment avec les backfields défensifs renforcés, va être incapable de savoir exactement quelle assignation va être attribuée à Isaiah Simmons. Et puis c'est un joueur qui est capable de plaquer, qui a, en effet, tu le disais, la vitesse, le sens de la poursuite, qui a un physique qui lui permet d'être solide au plaquage, et puis également sa vitesse lui permet aussi d'être vraiment extrêmement dangereux sur le blitz. Si tu veux, c'est un espèce de mix entre Anthony Barr, Darius Leonard, Devin White. Tu vois, c'est un peu cette espèce de gros mix où tu as un linebacker qui sait à peu près tout faire.
Après, c'est vrai que le fait qu'il soit bon sur la couverture et qu'il pose peut-être un peu plus de points d'interrogation, on dira, sur le poste de linebacker pur, ça interroge un peu. On se dit, ouais, mais est-ce que c'est un vrai linebacker ? Est-ce que... Je sais pas. Très franchement, on avait des doutes sur un Shaq Thompson il y a quelques années. Et il a prouvé du côté de Carolina qu'il faisait l'affaire. Je me fais pas de soucis particulièrement pour un Isaiah Simmons. Mon côté médisant dirait que si tu as 2 postes, c'est que tu n'as pas de poste. Non, mais je pense qu'on s'attarde beaucoup sur le fait qu'il soit safety de formation. On le réduit, je pense, un peu trop à ça, mais non, ça peut être c'est un linebacker comme on peut voir assez souvent. Je pense qu'en linebacker côté faible dans un, comment dire, enfin on dira en étant inside linebacker dans un système 34 où il sera exclusivement chargé de vraiment de blitzer, de couvrir, de pas être essentiellement le middle linebacker qui s'occupe de surveiller le jeu au sol. Ça va être un joueur qui va faire énormément de dégâts parce que, comme je le disais, c'est un joueur qui va être très très compliqué à prédire, si je peux parler ainsi. Vraiment un joueur qui va être très très difficile à protéger quand on est un lineman offensif. Et c'est un joueur qui, je pense, va être très très dangereux à l'échelon supérieur. Et je ne serais pas étonné déjà dès sa 2e saison qu'il se fasse remarquer et qu'il ne soit pas très très loin du Pro Bowl. Numéro 6, Jeff Okudah, qui sort de la fac d'Ohio State, qui fait 1m85 pour 91 kg. Alors, j'aurais bien aimé vous donner sa date de naissance, mais alors je suis étonné, sur Wikipédia, il y a marqué environ 1999. Donc il a pas de date de naissance. Il y en a quelques-uns. Il y a toujours une part de mystère en la draft, c'est formidable. Oui, c'est quand même étrange, mais bon, pourquoi pas. Est-ce que c'est le cornerback parfait ? Parce que moi, encore une fois, je parcours un petit peu des mock drafts, des sites, etc. Je lis que c'est le meilleur depuis Jalen Ramsey, que c'est un mix de Marshawn Lattimore et de tous les mecs qui étaient à Ohio State, mais en mieux et en plus mature. Est-ce que c'est le meilleur cornerback de cette QV, c'est le premier dont on parle, mais quel est son défaut, quoi ? T'as bien résumé, c'est le meilleur cornerback de cette draft. Après, le meilleur cornerback de telle ou telle génération, j'avoue avoir du mal à m'enflammer. Il a énormément de qualité, d'une part athlétique, bon ça on le découvre pas forcément, mais là encore je vais revenir sur la question du mental. C'est un joueur qui, la force d'un cornerback, c'est aussi avant tout de réussir à rentrer dans la tête du receveur adverse. Et c'est pas forcément prendre en considération le trash talking, mais on va dire qu'Okudah sait parfaitement s'adapter à son vis-à-vis. C'est-à-dire qu'il va adapter ses déplacements, le positionnement de son corps, sa capacité à défendre aux joueurs qu'il va avoir en face de lui, savoir sur quel type de tracé il va falloir s'adapter, est-ce qu'il va falloir plus jouer sur de la vitesse, plus jouer sur du physique, puisque c'est un joueur qui est relativement grand quand même pour la position. En tout cas, on a des cornerbacks qui sont beaucoup plus petits que ça. C'est un cornerback qui est puissant et qui en effet a quand même cette vitesse à sa disposition. Et il a cette capacité que peu de cornerbacks ont de couvrir même sans avoir besoin de regarder ce que fait le quarterback. C'est-à-dire qu'il a ce sens du timing, en observant le receveur, il arrive à savoir quand est-ce qu'il faut mettre les mains, quand est-ce qu'il faut anticiper pour couper la trajectoire de passe. Donc ça, c'est très clairement à son actif, on dira. C'est quelque chose qui en fait forcément un cornerback très spécial et un cornerback sur lequel il n'est pas très intéressant de jouer si on veut compléter des passes. Après, il y a quand même un gros déficit en termes de conclusion d'action, je dirais. C'est un joueur qui a très très peu de turnover. C'était déjà un défaut de Jalen Ramsey, si on reprend l'exemple que tu citais tout à l'heure. La différence, c'est que Jalen Ramsey à Florida State, il jouait un petit peu partout dans le backfield défensif des Seminoles, et il a beaucoup joué notamment sur sa fin de cursus universitaire en safety. Ce qui n'est pas le cas d'Okudah, qui a joué sur le tard, mais qui part en tant que sophomore, ce qui était le cas pour Lattimore également. Et à mon sens, Lattimore avait une production un peu plus quand même conséquente que peut avoir Okudah à l'heure actuelle. Donc il y a un très très gros potentiel. Ça peut être un joueur en effet qui peut exploser en NFL. Après, j'ai du mal à en faire vraiment le cornerback d'une génération, le nouveau Darrelle Revis, le nouveau Jalen Ramsey. C'est encore un petit peu précoce, je trouve, pour partir sur ce point de vue-là.
Et ben écoute, je pense que ça résume plutôt bien le. Je t'ai coupé tes questions du coup. Bah écoute, non, mais t'as tout fait. Et, en fait, moi, j'avais fait toutes mes questions en une seule. J'avais tout repris. Passons donc au numéro 7, qui est Jerry Jeudy. Jeuddy, bien sûr, pas comme le jour de la semaine. Jerry Jeudy, 1m85, 87 kg. Il est receveur en provenance d'Alabama. Tiens, j'ai pas son major au niveau du diplôme. Je suis assez déçu. Donc, Jerry Jeudy, 77 réceptions, 1163 yards et 10 touchdowns l'an dernier. Est-ce que c'est juste une menace en profondeur rapide ou bien est-ce qu'il est assez costaud pour tout faire en NFL? Alors costaud, c'est pas sa force majeure, parce que si on part tout de suite sur les éventuelles failles, c'est sûr qu'il a un profil extrêmement longiligne quand même. Ça c'est à mettre à... Voilà, c'est quelque chose qui peut jouer contre lui à l'échelon supérieur. Après, il a une telle vitesse et surtout, et c'est ce qu'en fait un joueur extrêmement dangereux, c'est une science vraiment des tracés. On avait déjà vu avec Calvin Ridley, notamment un ancien prospect d'Alabama, une grosse capacité à se séparer de son cornerback avec justement différents tracés à disposition, quoi. Une capacité vraiment à surprendre le cornerback en toutes circonstances. Et Jerry Jeudy a cette faculté-là, a cette explosivité, cette vitesse en effet pour vraiment faire la différence. Et ça a été un joueur fondamental dans le fameux jeu aérien d'Alabama que j'expliquais tout à l'heure. Ça a été un grand compagnon de Tua Tagovailoa dans le jeu profond du Crimson Tide ces dernières années. Donc il a cette aptitude à vraiment répéter les big plays et à être un joueur extrêmement dangereux et pénible à couvrir tout simplement. Donc en effet, ça peut être un joueur extrêmement... Sa rapidité va être très difficile à couvrir. Après, pour répondre vraiment à ta question, oui, son gabarit, je pense qu'il va falloir prendre peut-être un petit peu de masse à l'échelon supérieur. Mais encore une fois, c'est pas ce qui me fait peur. Quand on voit des profils type Tyreek Hill ou ce genre de joueurs, c'est pas forcément ce qui les empêche de briller en NFL. Est-ce qu'il a des suffisamment bonnes mains? Alors, ça c'est un point. Il a des très bonnes mains sur le principe. Et ça revient beaucoup sur certains prospects de cette classe. Je trouve que par moment, il est un peu facile. Alors voilà, j'allais dire, ça veut dire quoi sur le principe? Voilà, si tu veux, il va avoir cette tendance à dropper un peu facilement. Il va partir avant d'avoir réceptionné le ballon, quoi. J'aime bien quand tu dis il a des bonnes mains sur le principe, mais là je dis Non, mais c'est... Non, mais voilà. Je connais quelqu'un, il est fidèle sur le principe. Mais de temps en temps... Non, mais si tu veux, on va dire que c'est plus des drops de concentration que vraiment des drops... c'est du beurre dans les mains, quoi. C'est pas non plus... c'est un joueur qui est globalement solide dans cet exercice-là, mais il y a quand même quelques ballons perdus un peu bêtement, quand en plus... on est une menace assez prégnante sur le jeu profond, c'est quelque chose qui peut parfois poser un peu problème. Mais encore une fois, il abat une telle capacité, il abat un tel travail en termes de tracé, il a une telle capacité à être dangereux au niveau des yards après réception, que très franchement, je dirais pas que ça passe au second plan, mais très franchement, il y aura quelques drops. Mais je vois pas ça comme quelque chose de fondamentalement rédhibitoire pour son explosion en NFL. Alors, question comparaison, mais tu vas voir, j'ai innové. C'est pas juste comparer avec un mec. Julio Jones, Amari Cooper, Calvin Ridley sortent d'Alabama comme lui. Ils se situent où dans la hiérarchie? On va dire au... Tu m'obliges à le comparer avec deux joueurs d'Atlanta, c'est moche. Ah oui, c'est vrai en plus, il y a deux mecs. Pour moi, il est au-dessus de Ridley. D'accord. Il est en dessous de Jones, ça va sans dire. Oui. Ça joue avec Amari Cooper, pas dans le même style. Ça peut être c'est pas le même style de jeu, mais ça peut être du même niveau qu'Amari Cooper. Ça peut être un excellent receveur numéro 1, même si en effet il joue sur d'autres armes et sur un côté un peu plus explosif. Mais c'est à peu près au même niveau qu'un Amari Cooper si je reprends tes comparaisons. On va dire ça joue avec un Amari Cooper réveillé et c'est au-dessus d'un Amari Cooper qui n'a pas envie. C'est ça. C'est Amari Cooper début de carrière Raiders plutôt que fin de carrière Raiders, quoi. c'est ça, voilà. Il y a quand même des nuances chez Amari Cooper. Ouais. Nous passons donc à CeeDee Lamb, qui est le numéro 8. Alors, CeeDee, ça veut dire Cédarian, hein, c'est pas son vrai prénom, CeeDee. J'allais dire, il faudrait passer au DVD, sinon, mais c'est quand même... Ah, c'est moche.
C'est Blu-ray Lamb. Donc, CeeDee Lamb, 1m89 pour 88 kg. Il vient des Oklahoma Sooners. Est-ce qu'il est assez rapide et assez costaud? En clair, est-ce qu'il va se faire bouger en NFL? Bah déjà, il a l'air d'être un peu plus complet, si je peux parler ainsi, que Jerry Jeudy. On sent moins le déficit entre les deux. Il est un peu plus grand que Jeudy. Il est un peu moins rapide. En tout cas, il n'a pas bluffé dans mon souvenir les observateurs lors du combine dans ce registre-là, mais en tout cas, il est quand même capable de faire le boulot et de répondre aux défis physiques des cornerbacks adverses, tout en étant là aussi capable d'un point de vue tracé et rapidité de faire du grabuge, même s'il a peut-être une science du jeu un peu moins élaborée que peut l'avoir Jeudy. La différence, c'est que... c'est même pas une différence, c'est que CeeDee Lamb, là aussi, on parle d'une machine à big play parce que c'est un joueur qui, une fois qu'il a le ballon en main, il a une telle vision du jeu, il a une telle capacité à casser les plaquages que c'est vraiment un joueur qui est capable d'amasser les yards et de devenir à terme quand même un excellent receveur numéro 1. Et là encore, c'est du jeu extrêmement complet, c'est moins vif que Jeudy, mais c'est quand même, il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent sur le côté un peu de DeAndre Hopkins, mais c'est un petit peu cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que c'est un receveur qui... j'allais pas dire sur le principe paye pas de mine parce qu'un Hopkins qui sort de Clemson ça avait quand même déjà une certaine cote, mais c'est quelque chose d'un peu moins flashy sur le papier, mais c'est un joueur qui peut faire énormément de choses et qui en effet a surtout cette capacité une fois le ballon en main à être inarrêtable et être capable justement à terme d'être un des top receveurs de cette ligue. Et tu parles de ballon en main inarrêtable, est-ce qu'il va avoir un impact sur les retours? Est-ce qu'il peut être utilisé là-dessus en première année? Il peut, je suis pas sûr que ce soit vraiment le comment ça s'appelle, le secteur où il sera le mieux au niveau NFL. Il a déjà fait à Oklahoma, mais bon, encore une fois, voilà, je pense qu'avec un niveau, avec un jeu qui ira un petit peu plus vite en NFL, je sais pas si ce sera là où il fera le plus de différence, mais il est parfaitement capable de le faire, oui. Est-ce qu'il a les meilleures mains de la draft? 14 touchdowns en 13 matchs, c'est quand même plutôt impressionnant. Pas loin. J'essaye de m'énumérer tous les receveurs là, mais ouais, si quand même. Si quand même, il m'a l'air d'avoir les mains les plus sûres. Ouais, quand même. Oui, c'est quand même assez costaud et très franchement. En plus, on l'a vu du côté d'Oklahoma, il a changé de quarterback pendant 3 années. Il a eu coup sur coup Baker Mayfield, Kyler Murray et Jalen Hurts, et il a toujours performé, peu importe le quarterback qu'il avait à sa disposition, avec des styles de jeu qui étaient pourtant différents. Et voilà, sur le jeu court, intermédiaire, long, c'est un joueur qui est capable de briller. Donc non, d'un point de vue main, je me fais pas spécialement de soucis. Il a prouvé au combine en plus qu'il était capable de faire des réceptions un peu folles. Donc non, très clairement là-dessus, pas de soucis à se faire. Numéro 9, Javon Kinlaw, qui fait 1m98 pour 141 kg. Il est defensive tackle, il sort de South Carolina. Est-ce que c'est juste un phénomène physique ou bien un joueur complet? C'est un joueur complet. Bon, après, on peut dire les deux. Hein. C'est un joueur. Clairement, c'est un phénomène physique. C'est un phénomène physique relativement complet quand même. Je parlais de Derrick Brown qui est. Alors, j'essaie de trouver le terme en anglais. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme. Enfin, c'est l'expression en français est pas très jolie. Mais je parlais de Derrick Brown tout à l'heure, qui est un boucheur de trous vraiment très intimidant. Javon Kinlaw, c'est un peu plus varié dans le sens où il sera moins fort, on dira, il sera moins polyvalent, mais en tout cas je pense qu'en termes de defensive tackle classique, voire de defensive end 34, c'est un joueur qui est parfaitement capable de rusher le quarterback adverse et d'apporter justement ce qui est de plus en plus recherché aujourd'hui en NFL, à savoir une menace qui est capable de venir de l'intérieur, être capable d'exploiter justement des gardes et des centres qui sont peut-être un peu moins à l'aise sur le pass pro, et vraiment de les titiller là-dessus avec une certaine puissance, une capacité à être vraiment violent dès le premier contact, et c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement recherché. Il est pas mal comparé notamment à des profils comme Fletcher Cox ou Michael Brokers, donc on est vraiment dans cette idée-là de joueurs qui sont vraiment capables d'être menaçants là encore, peu importe, d'attaquer de n'importe quel point du terrain, d'attaquer sur l'extérieur, sur l'intérieur, c'est pas quelque chose qui lui posera problème. Et là très franchement on est sur ces defensive tackles, et si je les mets dans le top 10, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est des defensive tackles qui ont relativement peu de points faibles à mettre en avant.
J'ai parlé donc de ses capacités physiques. Est-ce qu'il y a quand même un risque de bust? Est-ce qu'on est un peu dans le prospect très très fort physiquement, qui peut éventuellement avoir du mal à s'adapter au niveau NFL? Après, ça dépend ce que tu appelles un bust. C'est toujours pareil, on n'est jamais à l'abri de problèmes de santé. J'ai pas dans l'idée que ce soit arrivé à Kinlaw. Après, d'un point de vue purement production, tout dépend le point de chute, l'équipe dans laquelle il tombera. Mais je pense quand même que ça peut rapidement devenir un des leaders de son escouade. Il y a toujours un risque, forcément. Je vais pas le risque zéro dans la draft. Malheureusement, c'est compliqué. Mais Oui. non, très franchement, il y a des choses quand même qui restent à perfectionner. Je dirais d'un point de vue technique, il y a peut-être encore des choses qui restent à travailler quand même. Mais franchement, c'est quand même rectifiable. C'est rectifiable assez rapidement. Il a bossé avec un gros spécialiste défensif, Will Muschamp, qui connaît pas mal d'esprit défensif justement en NFL. Donc je pense que pour s'intégrer justement à différents schémas défensifs, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Non, je pense que c'est un joueur qui sera titulaire dès sa première année en NFL. Pour l'anecdote, quand tu as dit c'est quoi un bust pour toi, les 2 premiers noms qui me sont venus, c'est Laquan Treadwell et Dion Jordan. Vas-y, quiz, je te dis bust, c'est quoi les 2 premiers auxquels tu penses? J'aurais peut-être dit Jordan aussi. Après, Treadwell, t'es dur quand même. Treadwell. Bon, t'es dur, il est choisi au premier tour, il a fait quoi de but? Ouais, je sais. Attends, bust, qu'est-ce qu'il y a? Un bust. J'avais tellement d'espoir pour ce garçon. Attends, Laquan Treadwell, c'est 65 réceptions, 700 yards et 2 touchdowns en 4 saisons. L'année dernière. Tu fais ça sur une saison, c'est une belle carrière. Non, mais voilà, c'est ça. T'as une grosse saison NFL. C'était ce qu'il devait faire au moins chaque année en théorie. On va passer au numéro 10. Justin Herbert, c'est donc le 3e quarterback de la liste. Et Justin Herbert, lui, il n'a pas le problème de taille dont on parlait avec notamment Tagovailoa. Il fait 1m98 pour 108 kg. Est-ce que sur le plan physique, c'est pas le quarterback le plus intéressant de la draft? Ouais. Oui, en tout cas, il a vraiment ce gabarit type dont on parlait tout à l'heure, et en plus, il a développé une certaine mobilité, là encore, c'est un point qui est de plus en plus recherché, et c'est vrai qu'il a bluffé pas mal d'observateurs, notamment lors du Rose Bowl, avec 3 touchdowns au sol contre Wisconsin, qui est quand même pas la pire défense universitaire, en tout cas qui sort quelques prospects, je pense à TJ Watt par exemple, pour n'en citer qu'un, enfin les frères Watt en général d'ailleurs, parce que l'autre sortait aussi de Wisconsin. Et c'est vrai que il y a ce côté un peu quarterback West Coast, c'est-à-dire très axé sur le jeu aérien, avec un bras assez solide, une précision plus que correcte, une certaine présence dans la poche qui a permis justement, notamment à Oregon, de se refaire la cerise petit à petit, parce qu'on sait que les saisons post-Mariota ont été un peu compliquées à gérer du côté de Eugene. Et vraiment, Justin Herbert, il a gagné en maturité petit à petit. Il a fait ses 4 années à l'université puisqu'il sort en tant que senior. Donc, il a cette expérience qui est à mettre à son profit, même s'il a pas mal de détracteurs qui mettent en avant des questions de personnalité. Mais en tout cas, c'est pas ce qui fait le plus peur. C'est ce que j'allais te demander aussi. J'ai lu ça partout en préparant l'émission. J'ai l'impression que toutes les questions portent là-dessus. Est-ce qu'il est assez bon dans les grands matchs? Est-ce que c'est un leader? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Alors, si tu veux, moi, je séparerais 2 choses. Il y a la question en effet, de la personnalité, où on s'est posé la question de se dire est-ce que ça peut être un leader de vestiaire? C'est pas la question sur laquelle je m'interroge le plus. Très franchement, c'est quand même un meneur d'hommes sur le terrain. Encore une fois, même si en effet, il y a des moments où on a senti qu'il se liquéfiait un petit peu sur certaines parties en fin de match. D'un point de vue caractère, je me fais pas spécialement de soucis là-dessus, très, très, très clairement. Après, il y a, pour encore revenir là-dessus, des failles mentales qui m'inquiètent. Il y a des matchs, en effet, où il a quand même pas mal disparu. Il y a une sécurité du ballon, même si elle s'améliore petit à petit. Et même si on n'est pas sur l'échelle Daniel Jones qui pose problème également. Là, ça, par exemple, ça m'inquiète un peu plus et c'est ce qui fait baisser sa cote. Mais d'un point de vue personnalité, je pense qu'il peut facilement devenir un bon quarterback NFL, un bon quarterback numéro 1 derrière qui une équipe va se fédérer. Quand tu dis sur son caractère, doute sur le fait d'être un leader, etc., c'est pourquoi? C'est parce qu'il est trop effacé ou parce que c'est un abruti? Non, sur le fait d'être un peu trop effacé, ouais. Sur le fait de, D'accord, voilà. de se dire, bon, je vais faire mon boulot, mais voilà, si on gagne, on gagne. Si tu veux, un petit peu le syndrome Jay Cutler, quoi.
D'accord. Si tu D'accord. veux, Non, mais pour certains, je pense que voilà, certains ont peut-être cette peur-là, mais ça me paraît clairement pas fondé. Voilà, c'est un joueur qui a justement une envie d'apprendre, une envie de se développer, etc., etc. Il y a des matchs, très franchement, parce qu'on ressort toujours les mauvaises rencontres. Il a quand même fait un très bon premier match contre Auburn face à la grosse ligne défensive des Tigers, emmené notamment par Derrick Brown, dont on parlait tout à l'heure. Il a quand même rendu une très bonne copie malgré un fumble perdu un petit peu fatal au fur et à mesure de la rencontre. C'est un peu représentatif de ce qu'est Justin Herbert, c'est-à-dire un talent pur, capable d'improviser, capable de surprendre l'adversaire, mais qui peut également se tirer quelques balles dans le pied et qu'il va falloir quand même développer petit à petit, ce qui prendra peut-être un peu plus de temps qu'un Joe Burrow par exemple. Je demandais ça aussi parce que quand on parle de caractère, ça peut être soit il est trop effacé, soit il se clash avec tous ses coéquipiers. Non, c'est pas un ça Chip qui poserait Kelly. problème. D'accord. Voilà donc voilà, c'est pour ça que je pose la question. Voilà donc pour le top 10, petit jingle et vos questions. Les questions sont de retour, Grégory. Elles sont évidemment toutes pour toi. Je ne suis que le messager, puisque c'est toi qui détiens le savoir dès qu'on parle de la draft. Est-ce que, alors, suite à son combine relativement moyen, je prends tout en vrac. Des fois, je sais même pas de qui on parle. Papa Lions, suite à son combine relativement moyen, Epenesa reste-t-il un candidat au premier tour? C'est qui Epenesa? Alors, AJ Epenesa, c'est un defensive end d'Iowa. D'accord. Assez massif, assez rapide également. Donc, c'est vrai que là, on est également dans le defensive end relativement complet. Enfin, je dirais relativement rapide, en tout cas de ce qu'il a montré du côté de Day One, puisqu'en l'occurrence, c'est vrai que du côté du combine, avec un chrono de plus de 5 secondes sur 40 yards, ça a quand même un petit peu inquiété certains observateurs. Il y a quand même une grosse marge de... Enfin, il y a quand même pas mal d'outils à sa disposition. Encore une fois, c'est un joueur qui est extrêmement difficile à défendre, on dira, qui a un panel de moves assez vaste, qui est assez solide également, je trouve, sur le jeu au sol. Donc il a quand même beaucoup d'armes qui peuvent lui permettre de rester au premier tour. Après, c'est sûr que bon, ça a pris un petit peu du plomb dans l'aile de voir que pour un rusher, de ne pas être capable d'être suffisamment réactif, on dira, c'est peut-être un gros point d'interrogation. C'est ce qui m'inquiétait un peu, parce que c'est un joueur qui revenait pas mal dans certaines mocks du côté d'Atlanta. Et c'est vrai qu'il y a des points où il rappelle un peu Vic Beasley quand même. Toujours Papa Lions. Est-ce que l'écart entre Okudah et les autres defensive backs est-il aussi important qu'on le dit? Est-il le seul defensive back titulaire crédible dès la première semaine en NFL sur cette draft? Alors, sans aller trop au fond, parce qu'on va faire une émission évidemment où on parlera des defensive backs, mais voilà, mini teaser de cette émission. Est-ce que l'écart est si grand que ça entre Okudah et les autres? Oui, quand même. Après, encore une fois, je vais pas vendre la mèche tout de suite, mais il y a peut-être à l'heure actuelle 3 cornerbacks qui valent vraiment un premier tour. Mais Okudah est vraiment le seul, je trouve, qui sort du lot et qui, comme on le disait, peut être titulaire d'emblée. Il y a des cornerbacks qui peuvent être titulaires dès la fin de leur première année. Okudah peut être titulaire dès la fin des camps d'entraînement. Spats42, selon l'insider Daniel Jeremiah dans sa mock draft post-combine, il voit Justin Herbert descendre en 23e position et atterrir chez les Patriots. Deux questions, est-ce possible que Herbert descende si bas alors que son combine a été plutôt positif pour lui? Si oui, les Pats auraient-ils intérêt à le drafter, peu importe la décision de Brady? Déjà, on va faire cette question. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Daniel Jeremiah qui dit tout sauf des conneries. Maintenant, il faut quand même beaucoup se méfier des mock drafts qui servent beaucoup à faire du clic aussi, on va pas se mentir. Oui, il y a 1 mois et demi d'espace à occuper sur les sites. Voilà, donc tiens, cette fois-ci, vous avez vu, il tombe chez les Pats. En plus, avec le fameux serpent de merde ces dernières heures où on dit, finalement, Brady, on n'est pas sûr qu'il revienne. Et que c'est... Bon, je suis pas sûr que le timing soit complètement innocent. Patriots ou pas, tu le vois descendre par exemple autour de la 23e place? Non. Honnêtement, sauf problème de dernière minute, type problème de santé que personne ne connaissait, ou un gros dossier qui sort. Franchement, si ça reste en l'état, s'il nous fait pas une Laramie Tunsil... Voilà, j'allais le citer, c'est pour ça. J'allais dire, sauf si on le voit fumer un bong à 1 heure de la Voilà, s'il ne fait pas une Laramie Tunsil, très franchement, je l'ai mis... On rappelle que le poste de quarterback, c'est souvent un poste qui est souvent... où les joueurs sont rarement draftés à leur juste position, on dira, où on reach pas mal, on les prend plus haut que prévu. Très franchement, un talent comme Justin Herbert, s'il passe le top 15, c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose de relativement extraordinaire pour parler de manière un petit peu étrange. Mais non, très franchement, 23e, j'y crois pas du tout. Et puis, petite question. Même chez les Patriots, trade-up, sachant qu'ils n'ont pas de deuxième tour, bon.
À voir. Et puis c'était Pats42 donc qui demandait aussi si Herbert n'est pas drafté par les Chargers comme beaucoup le pensent, qui sera le titulaire quarterback du côté des Chargers la saison prochaine. Là, avant la free agency, c'est quand même très compliqué à venir. Donc on y reviendra. Tu bluffes Martoni nous dit évidemment salut l'équipe. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Petite question sur le combine, il y a une multitude d'ateliers qui sont censés montrer les qualités des prospects pour jouer au foot US. Du coup, je comprends l'idée de mesurer les vitesses, même si pour un lineman on se moque un peu, ou éventuellement la hauteur d'un saut vertical, même si en match personne ne saute en étant à l'arrêt. Mais sérieusement, à quoi sert le saut en longueur à l'arrêt? C'est censé représenter quel type de move en match? Idem pour l'exercice des 3 cônes, avez-vous des explications? Merci. Alors je prends la question notamment pour renvoyer vers l'article NFL Combine course saut et encaisse qui a été publié sur le site. Et du coup, concrètement, ça représente quoi le saut en longueur à l'arrêt, Greg? Toi qui connais qui a suivi le Combine. Bah, ça te permet notamment à voir l'explosivité du joueur en question. T'as différentes, oui, c'est différents ateliers qui te permettent en effet en fonction des cas de figure. Il y a peu de choses qui sont quand même faites au hasard. Hein. Je veux dire, regarder un joueur juste tourner en rond pour tourner en rond, c'est pas vraiment l'objectif du truc. Donc oui, de toute façon, c'est des ateliers où on va tester les qualités athlétiques et l'explosivité des joueurs. Donc là, en l'occurrence, ça permet de savoir si c'est un joueur qui va être qui va être suffisamment explosif pour vraiment être résistant au contact face à un adversaire. Blue Normand qui nous demande la formule pour la soirée de la draft. Alors elle n'est pas encore définie, mais je pense qu'on ne devrait pas être loin de ce qu'on a fait l'an dernier. Mais voilà, on recommuniquera là-dessus. Daniel Atporto, salut l'équipe TDA. Que se passe-t-il si un joueur refuse de signer avec l'équipe qu'il a choisi à la draft? Et ben ça, on va faire simple. Hein, il gagne le droit de se représenter l'année d'après, puisque s'il n'a pas de contrat, il joue pas. Hein, on est d'accord. Et après, ça ne s'est pas présenté. On y a réfléchi avec Grégory avant l'émission. On ne trouvait même pas de cas récents où ça soit arrivé. Éventuellement, les joueurs font un peu pression pour pas être draftés, mais ça finit au pire par un échange ou la sélection avec une autre équipe. Enfin, ah oui, non, mais c'est ça, parce que de toute façon, à partir du moment où un joueur est sélectionné par une équipe, ses droits appartiennent à la franchise qui l'a récupéré. Bah oui. Donc après, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Il ne que pourra pas je jouer vois dans une autre franchise. Hein. Ce que je vois de plus proche, grosso modo, c'est Eli Manning qui veut pas jouer pour les Chargers, qui le fait comprendre, et du coup il monte un échange Manning-Rivers le jour de la draft en 2004. Même si les Chargers avaient été un peu plus subtils que ça, mais oui, en l'occurrence, c'est un peu l'idée, quoi. Mais bon, le fantasme, on sait que ça revient souvent avec des joueurs qui prennent leur retraite et on dit ah bah tiens, du coup il va pouvoir aller dans telle équipe. C'est pas toujours vrai, ça dépend du contrat qui a été signé par l'équipe et ça dépend. Même un joueur qui sort d'une retraite peut toujours avoir des droits qui appartiennent à la franchise où il jouait au préalable, quoi. LW75, que penser de la baisse d'Andrew Thomas dans les mock drafts alors que tu nous as vendu le joueur comme le numéro 1 sur le site ou même avant sur le top 5 de The Blue Pennant? Peut-il tomber après Wills, Beckton et Wirfs et sortir du top 10? On va parler beaucoup de linemen offensifs sur la fin du top 10. Moi je peux bien y répondre, hein, mais si tu... Bon, c'est un teasing pour la fin de l'émission. Qui partira en premier entre Herbert, Love et Tua? Juste en prono, allez. Je pense que ça dépendra beaucoup de Miami. On sait qu'il s'interroge quand même pas mal sur la situation de Tagovailoa. Je pense que Tagovailoa peut valoir le coup de vraiment tenter un pari un peu sur le modèle de Jeffrey Simmons l'année dernière, même si ça ferait très 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 haut quand même. Mettons dans le top 5 de la draft. Mais bon, si une équipe est vraiment amoureuse et peut estimer qu'à 100%, en tout cas 2 retours de blessure, il peut être aussi prolifique que ça. Pourquoi pas, Tagovailoa, je pense, a de fortes chances. Après, d'un point de vue rationnel, moi en tout cas, personnellement, j'irais peut-être plus vers Herbert qui présente plus de garanties à l'heure actuelle. Daniel Atporto, salut l'équipe TTA. Si un joueur ne se présente pas à la draft, peut-il une fois la draft terminée être choisi par une équipe? Si oui, est-ce que cela ne serait pas intéressant pour certains joueurs afin de pouvoir choisir l'équipe de leur choix au lieu d'aller dans une équipe faible? Ah oui, j'avais pas compris la question au sens ne se présente pas à la draft. Est-ce qu'un joueur universitaire peut ne pas se présenter à la draft si en fin de cursus? Écoute, ça et paraît quand même et être signé comme free agent non drafté? Moi, pour le principe, si tu t'inscris à la draft, c'est que de facto, tu t'inscris pour prétendre à jouer en NFL. Donc, je vois pas quelqu'un arriver, taper à la porte et dire bon bah tiens, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais jouer en NFL, même si on a quelques d'exemples un petit peu particuliers. Je pense que déjà il faut avoir montré patte blanche parce que l'inscription à la draft, ça veut dire aussi l'inscription à tout le processus de la draft. Bah oui. Donc voilà, tu participes pas forcément à tous les événements auxquels tu as envie de participer, t'as pas forcément les observateurs qui viennent en conséquence. Donc et puis c'est un cas de figure qui est quand même un peu alambiqué, hein. C'est pas quelque chose que dans mon souvenir on a déjà vu, hein.
Et puis après, être choisi à la draft, ça garantit selon le niveau de la draft, mais ça garantit un contrat et de l'argent. Et voilà, ta place te garantit. C'est aussi ce qui fait qu'on a toujours un certain cirque au lendemain de la draft. C'est que forcément, les contrats sont proportionnels à la place à laquelle on est drafté et que en fonction de si on est 4e ou 5e, on touchera pas le même pactole. Donc c'est sûr que pour une question d'ego, ça reste aussi quand même un rêve pour beaucoup de joueurs en NFL. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent quand même de familles pauvres aussi, il faut pas l'oublier, avec le coût des études universitaires, tout ça machin. C'est les petites questions d'ego où un joueur dit non, et j'ai décidé, je vais attendre la fin de la draft et puis on verra. Je suis pas sûr qu'on verra ça tous les ans. Il y a un cas de figure qui me vient à l'esprit, c'est Lael Collins. Mais on sait qu'il y avait des cas particuliers et qu'il était impliqué dans une histoire d'homicide et ce qui avait un peu, on va dire échaudé les franchises et ce qui les avait dissuadés de le drafter. Je me permets juste de préciser pour les gens qui connaissent pas forcément Lael Collins, quand on dit impliqué à affaire d'homicide, c'est il était témoin, il a été interrogé. Une fois qu'il a été interrogé et laissé libre par la police, il a été signé en effet comme joueur non drafté, mais je suppose qu'en effet il aurait préféré être sélectionné au premier tour, avoir un contrat plus garanti et plus conséquent. Voilà pour vos questions, on finit avec les 5 derniers du top 15. Hey, what's up? This is Nate Burleson, 11-year NFL vet, all over the place in TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast. Le top 15 donc se complète avec 5 derniers noms qu'on va passer en revue. Là encore, ça fait un peu de teasing. Alors ça va être un gros teasing sur le podcast des linemen. Parce que le numéro 11, c'est Jedrick Wills, qui a 20 ans, qui a fait 1m96 pour 145 kg. Il sort d'Alabama, je vais y arriver. Est-ce qu'il est assez bon pour être tackle ? Alors il est assez bon pour être tackle, il jouera tackle à l'échelon supérieur. La question, c'est plutôt de savoir s'il jouera à droite ou à gauche. Puisqu'en l'occurrence on va pas lui demander les mêmes compétences s'il joue d'un côté ou de l'autre. Après c'est vrai que paradoxalement il a quasiment exclusivement joué à droite tout au long de sa carrière footballistique, on dira, que ce soit au lycée, à l'université, à Alabama, malgré le style de jeu offensif qu'a eu le Crimson Tide ces dernières années. On n'a jamais eu besoin vraiment de mettre Wills côté gauche. Parce qu'à droite il faisait vraiment le boulot. C'est un lineman offensif qui est quand même extrêmement solide, excellent techniquement, vraiment. On va commencer parce que là on va avoir le bal des mains violentes, mais là je pense qu'on y est là d'un point de vue tarte au passage, on est pas mal. Tu sais que c'est horrible, mais quand on a parlé de main violente tout à l'heure, ça m'a rappelé qu'on voulait faire un podcast spécial Faites entrer l'accusé avec Raphaël, et je me disais qu'on pourrait avoir un classement des mains violentes aussi, mais un peu différent dans le... Malheureusement, oui, en NFL, on peut avoir un classement un petit peu bizarre comme ça aussi. Ouais. Mais non, très franchement, Jedrick Wills, c'est assez solide. Alors après, il y a toujours cette question donc, de sa capacité à jouer à gauche. C'est un joueur qui est athlétique. Maintenant, je trouve qu'en termes de mobilité, il me rassure pas en tout cas à 100%. Tout le monde n'aura pas le même avis. Mais en tout cas, c'est suffisant, encore une fois, pour en faire à l'heure actuelle le top tackle aux yeux des scouts. Je pense quand même qu'il sera dans le top 10 parce que moi, je le mets en 11, mais on sait que c'est quand même une position... Surtout quand on a plusieurs besoins, ça peut être une position où pour se rassurer, on se dit au moins on a un tackle du futur. Jedrick Wills, je pense qu'il sera drafté relativement haut. Maintenant, reste à trouver son meilleur placement, on dira, sur la O-line. Numéro 12, Tristan Wirfs, qui sort de Iowa, 1m96, 145 kg. On est quasiment exactement dans les mêmes dimensions et quasiment la même question aussi. Est-ce qu'il joue à droite ou à gauche ? Alors, il a un peu plus joué à gauche au cours de sa carrière, mais à Iowa cette année, il jouait plutôt à droite. Alors, Iowa, c'est un peu comme Notre-Dame ou Stanford. Généralement, des tackles ou des tight ends qui sortent de ces universités-là, on sait que techniquement, ça va. Là aussi, au niveau du premier contact, même si par rapport au tackle qu'on va aborder dans cette émission, on dira c'est peut-être le moins dissuasif, on dira d'un point de vue usage des mains, mais en tout cas il est extrêmement solide là-dessus. Et alors là par contre où il a vraiment marqué des points, c'est au combine. Ça a vraiment été le lineman offensif le plus en vue.
avec vraiment des qualités athlétiques presque insoupçonnées, j'ai envie de dire. En tout cas, il a marqué des points, il a coché pas mal de cases, on dira, dans l'esprit des observateurs. Et c'est vrai que ça sera un très bon tackle droit en NFL, mais je pense que autant sur Wills, j'ai encore quelques petits doutes, autant Worth, je me dis qu'à terme, je serais tout sauf surpris de le voir finir à gauche. Il peut avoir potentiellement un avenir à la Russell Okung ou à la Riley Reef, si on prend un autre ancien collègue d'Iowa, voilà, avec cette capacité quand même, malgré les attributs initiaux et notamment des meilleurs faits d'armes, on dira, sur le jeu au sol, cette capacité à jouer à gauche, ça ne m'étonnerait pas qu'il y parvienne à terme. Pour la petite anecdote, 2 fois champion d'État au lancer de disque, au lancer de poids et champion de lutte quand il était au lycée. Donc athlète polyvalent quand même il y a quelques années. Numéro 13, Henry Ruggs qui sort d'Alabama, un receveur d'1m80 tout court d'ailleurs, pour 85 kilos. Est-ce que, alors je me sens bête de poser la question parce que tu as donné l'exemple Tyreek Hill qui du coup coupe court à toutes ces discussions. J'allais dire, est-ce que c'est seulement un joueur rapide et est-ce qu'il est trop léger ? Bon, en tout cas, il est souvent pointé du doigt comme un joueur excessivement rapide. Meilleur temps du combine cette année, il me semble, sur 40 yards. Oui, je crois l'avoir entendu. Avec un temps de 4,27. Donc, en tout cas, il a rassuré. Tu vois, par exemple, tu me posais la question sur CeeDee Lamb. Je pense que si tu me demandes si Henry Ruggs va pouvoir être utilisé sur l'équipe spéciale, je pense qu'il y a quelques coachs qui vont avoir cette idée-là en tête. Après, d'un point de vue offensif, oui, c'est un joueur qui est dangereux vraiment partout, qui en termes de tracé est assez excellent, des très très bonnes mains aussi. Il y a le côté Tyreek Hill, c'est vrai qu'il y a des moments même, il me rappelle un peu Odell Beckham. Mais donc c'est vrai que j'ai pas forcément de doute sur son aptitude à devenir un receveur numéro 1 en NFL. Et je pense qu'aux alentours du spot 10-15, ça peut être quand même un joueur avec lequel on va se frotter les mains en se disant qu'on a fait une très très bonne opération, parce que voilà, il est capable malgré son gabarit de faire pas mal de choses, il peut bloquer également, et encore une fois il est assez solide sur les différentes zones du terrain, une bonne aptitude à obtenir les yards après réception, donc voilà, c'est là aussi une machine à big play et un joueur qui sera très très difficile à couvrir à l'échelon supérieur. Andrew Thomas est numéro 14, on en a parlé très rapidement dans les questions. Il sort de Georgia, 1m96, 145 kg. Je crois que c'est exactement les mêmes mensurations que les deux précédents. Alors pourquoi il baisse dans les mock drafts ? Je vais reprendre la question qui était posée tout à l'heure. Alors, parce que pour beaucoup, pour 2 raisons, selon moi. La première, c'est que pour beaucoup, il y a quand même ce point d'interrogation également sur son aptitude à évoluer sur le poste de tackle gauche. C'est un joueur qui est excellent sur le run-stop. Ça aussi c'est un terme que j'aime beaucoup et ça je le sais, j'aime bien faire la distinction entre le côté actif et passif, et je trouve que sur le côté actif, c'est-à-dire dans la mouvance NFL avec des tackles qu'on aime bien voir décrocher, je pense qu'Andrew Thomas c'est pas un domaine dans lequel il fera tâche. Là où il pose un peu plus question en effet, c'est sur le côté passif, le côté un peu résistance, surtout parce que le placement des pieds est pas toujours idyllique, il a un sens de l'équilibre qui reste à travailler. Et on l'a vu par exemple souffrir contre certains edge rushers, je pense à Marlon Davidson contre Auburn notamment, même si ça me paraît quand même, j'ai un peu de mal avec ce point là. Je pense qu'il peut quand même être un peu meilleur. Après il faut qu'il se discipline également. C'est vrai qu'il y a une difficulté à finir les actions là aussi, ça fait partie de ces joueurs qui se reposent peut-être un peu sur ses acquis et qui a du mal une fois le premier contact initié à vraiment on va dire maintenir le bloc, et c'est vrai que c'est quelque chose qui va être quand même à travailler en NFL, mais je me fais pas de soucis là-dessus. Je pense que même sans être drafté dans le top 10, ce que j'aurais cru initialement, ce sera un joueur là encore que les franchises vont être très contentes de sélectionner, et qui sera là aussi je pense titulaire très rapidement, voire pro bowler à l'issue de sa 2e, 3e année très facilement. On termine ce top 15 avec Mekhi Becton. Alors là, on parlait de mensuration. C'est une montagne, 2m01 pour 167 kg. Là encore, c'est un tackle offensif. C'est une montagne. Est-ce qu'il a la technique ? C'est tout souvent la question qui se pose quand même avec ce genre de phénomène physique. C'est ça, c'est la principale question. Alors c'est vrai que ce qui a notamment bluffé sur le combine, parce que c'est vrai qu'avec
un tel physique, on pourrait se poser la question notamment de la mobilité. Alors ça sera peut-être pas forcément parfait dans un premier temps pour jouer de tackle gauche, parce que bon, ça va quand même speeder un petit peu autour de lui. Il va peut-être pas retrouver la même opposition qu'il avait en universitaire ces dernières années du côté de Louisville. Donc je pense qu'il va quand même falloir adapter un petit peu ça, peut-être le faire jouer à droite dans un premier temps, mais c'est vrai que techniquement il y a quand même des choses à travailler, mais très franchement c'est une telle masse qui a quand même pas mal de capacités, notamment un centre de gravité qui est quand même assez difficile à bouger. C'est vraiment un joueur qui présente une grosse marge de progression, qui peut être assez excitant pour pas mal d'équipes. Et là encore, on sait que les tackles au premier tour, s'il y a ce genre de profil qui se présente, on pense à un joueur comme Titus Howard l'année dernière qui a été sélectionné par les Texans en fin de premier tour. Dès qu'il y a des joueurs qui restent certes à polir, mais qui ont une énorme marge de progression sur ce poste-là pour notamment évoluer à gauche, ce qui, je pense, peut être le cas de Mekhi Belton. Je le vois quand même devenir un left tackle très prochainement. On sait que les comparaisons qui reviennent beaucoup, c'est notamment Trent Brown, qui a commencé à droite du côté de San Francisco avant de devenir, avec l'expérience, la technique, etc., un solide tackle gauche. Je pense qu'il peut suivre en effet ce parcours-là s'il apprend à se discipliner et à être, en tout cas, à être à l'écoute des coachs qu'il aura. Et bien c'est comme ça que se termine le top 15 de la draft 2020, première émission de l'intersaison et première émission de nos émissions pré-draft. On vous l'a dit, 10 émissions au total en mars et en avril. Merci beaucoup Grégory, c'était l'épisode numéro 343 du podcast Touchdown Actu. Bon, c'est une belle cuvée, je t'ai même pas demandé, j'aurais peut-être même pu, ça aurait pu être ma première question de l'émission. Meilleure cuvée que l'an dernier ou pas? En global, tu vois, sur la qualité L'année dernière, c'était une draft surtout défensive. Je pense que là, on sera un peu plus gâté en attaque. Mais ça ne veut pas dire que les joueurs qui sortiront en défense seront moins bons. Je pense que ce sera plus qualitatif que quantitatif. Elle est un peu plus sexy alors? Sur le principe, elle a l'air un peu plus sexy, un peu plus de skill player. Tu m'as servi quand même 3 quarterbacks dans le top 10, donc c'est sexy. C'est vrai. On est sur une draft sexy. Vous voyez, ce sera le mot de la fin de cette émission. On est sur une intersaison sexy. On a quand même Tom Brady qui va arriver dans les émissions Free Agency, ce qui est quand même pas tous les ans. C'est la première fois. Et en plus, on va avoir de la draft sexy avec des quarterbacks. Donc, ça va être une très belle intersaison. Merci encore Grégory. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Il y en a eu plein depuis la fin de la saison dernière. Genati, Serge25, Stéphane, avec un merci spécial à Stéphane puisqu'il nous a donné tous ses gains Unibet de l'année. Il nous l'avait promis. Et c'est très gentil à lui. Nagoya Benjamin et Ayam ADJM, qui se sont donc ajoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Tipeee. Je rappelle, tiens d'ailleurs, que vous pouvez écouter l'émission sur toutes les plateformes et en plus sur Deezer depuis normalement ce mardi si tout marche bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez un compte Deezer gratuit ou payant, vous avez les podcasts, vous pouvez aller nous écouter sur Deezer maintenant en plus de Spotify, en plus de YouTube, en plus de Apple Podcast. Vous avez aussi sur Pocket Cast, sur Podcast Addict. Enfin, on est partout. On peaufine encore la technique. Cette année pour être disponible partout, donc normalement vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas nous écouter sur votre plateforme préférée. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, c'est le site, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @touchdownactu en entier, @Yellow Radio ça pour Grégory si vous voulez lui poser des questions sur les prospects entre les émissions. Atal Matei pour moi-même sur Twitter et on l'a rappelé donc pour le site c'est tdactu.com. On vous remercie de nous suivre, on se retrouve d'ici une semaine pour une émission preview de la Free Agency cette fois. On parlera de tout ce qui va se passer, on l'a dit là encore, ça va être très sexy. Merci à tous, très bonne intersaison et à très très vite. N'oubliez pas sur le site il y a plein de choses en ce moment, la fin des War Room, les top 5 Free Agency et tout ça. Merci beaucoup de nous suivre, à très bientôt, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.